bienvenue dans Xenius. Bonjour. Escale à Berlin. Regardez un peu ce que je tiens dans les mains. Non, ce n'est pas un ficus. C'est une petite plante aux effets très puissants. Vous la reconnaissez maintenant. L'odeur est caractéristique. Sauf que celles-là ne sont absolument rien, parce que c'est une imitation en plastique. Et pour cause, le cannabis, autrement dit le chanvre indien, est une plante totalement interdite. On n'a pas le droit d'en avoir chez soi. Pourtant, la médecine s'y intéresse de très près. Le cannabis sur ordonnance, beaucoup de médecins et de malades le réclament. Mais dans de nombreux pays, difficile de passer le cap de la légalisation. Le sujet reste tabou. Quels sont les arguments des partisans de la dépénalisation? Et à l'inverse, pourquoi certains estiment important de maintenir son interdiction? Les pro-légalisation mettent en avant les vertus thérapeutiques du cannabis. La plante peut être employée dans le traitement du cancer, par exemple. C'est le cas en Californie, qui fait figure de chef de file en la matière. San Francisco est l'un des centres de la recherche sur l'usage médical du cannabis. Chef de service d'oncologie et enseignant-chercheur à l'Université de Californie, Donald Abrams est un pionnier de la recherche sur le cannabis. Il utilise les principes actifs de la plante dans les traitements contre le cancer, le sida et les douleurs chroniques. Nausées, vomissements, perte d'appétit, douleurs, état dépressif, anxiété, insomnie. Tous mes patients présentent l'un ou l'autre de ces symptômes. Au lieu de leur faire 5 ou 6 ordonnances pour 5 ou 6 médicaments différents, je leur conseille d'essayer un seul remède, la plante de cannabis. En dehors du tétrahydrocannabinol, plus connu sous l'abréviation de THC, le cannabis contient au moins 75 autres molécules de la famille des cannabinoïdes. La plus importante est le cannabidiol, ou CBD, qui calme les inflammations et la douleur. Une diversité de substances qui donne au cannabis un pouvoir d'action dans de nombreuses maladies. De la régulation de l'appétit à la stimulation de la mémoire, les cannabinoïdes ont un grand potentiel. Quand je fais une inhalation de marijuana médicale, je peux manger un quart d'heure après. Et vous savez ce qui marche le mieux? Le THC, le CBD ou un mélange? Eh bien, j'ai passé pas mal de temps à en essayer différentes sortes. Cette patiente achète son traitement dans une pharmacie spécialisée qui propose un large choix de variétés de cannabis thérapeutiques testées en laboratoire. Plus le taux de THC est élevé, plus l'effet psychoactif est important. Mais ce n'est pas ce que recherche la patiente. Avec la chimiothérapie, il lui faut un taux élevé de CBD, mais peu de THC. Le CBD semble particulièrement prometteur. À San Francisco, Pierre-Yves Després, chercheur en cancérologie originaire de Strasbourg, étudie son action contre la prolifération des métastases. Quand nous traitons ces cellules cancéreuses très agressives avec du CBD, elles changent de morphologie. Elles se rapprochent de la normale. Nous avons fait des expériences sur des souris et les résultats montrent que nous pouvons traiter les métastases à différents stades de développement. Le produit fait effet aussi bien à un stade précoce qu'à un stade avancé. Les chercheurs ont prouvé que le CBD contribue à désactiver les gènes commandant la prolifération des métastases. Le développement des tumeurs s'arrête. Ce résultat est observé aussi bien pour le cancer du sein et du poumon que pour les tumeurs du cerveau. Reste à mener des études cliniques sur l'homme. Mais la route sera longue, car l'usage thérapeutique de la marijuana continue de susciter la controverse. Même pour le CBD, qui n'a pas d'effet stupéfiant. Camille, 13 ans, souffre d'épilepsie. Les crises, qui se répétaient au moins une fois par semaine, l'empêchaient de se développer normalement. Nous avons commencé à lui donner de l'huile à forte teneur en CBD. Et très rapidement, nous avons constaté une nette amélioration de sa mémoire, de sa concentration, de ses capacités en lecture et de son envie d'apprendre. Ça a été immédiat.
Les parents de Camille font pousser une variété de cannabis produisant beaucoup de CBD et peu de THC. Ils préparent eux-mêmes l'huile de cannabis médicale et contrôlent ainsi la dose qui contribue le mieux au développement de leur fille. Le CBD réduit les crises d'épilepsie, il protège de l'hyperactivité neurologique. Mais chaque enfant réagit différemment et Camille doit absorber le moins de THC psychotrope possible. Cette huile ne contient pas encore assez de CBD. L'idéal serait d'avoir une concentration plus élevée pour mieux contrôler les crises. En Europe aussi, l'usage thérapeutique du cannabis pourrait aider bien des personnes. L'Allemagne, pour sa part, a donné le feu vert à 2 médicaments contenant des extraits de cannabis. La France est plus réservée. Seul un médicament peut être prescrit sur autorisation spéciale. Sauf que dans la pratique, il n'est presque jamais utilisé. Mais début 2014, un deuxième médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché. En Allemagne, cela concerne plusieurs centaines de patients. Sur présentation d'une autorisation spéciale, ils peuvent se procurer en pharmacie de la marijuana médicale, c'est-à-dire les fleurs séchées du cannabis. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Bonjour Sébastien. Bonjour. 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 Votre médecin vous a prescrit un traitement au cannabis. Pour quelle raison? Je souffre d'un trouble du déficit de l'attention, de troubles post-traumatiques et de dépression. Le médecin fait une simple ordonnance comme pour n'importe quel médicament? Non, il rédige un document officiel qui indique la quantité maximale qu'on peut me délivrer, ce que j'ai le droit d'utiliser par jour, et donc la quantité totale pour un mois. C'est une autorisation de 2 pages qui se présente comme ça. Il faut la montrer à chaque fois? Oui, je dois l'avoir sur moi quand je vais à la pharmacie. Je dois la présenter à chaque achat. Le pharmacien, lui, remplit un reçu, et tous les 6 mois, je dois signaler ce que j'ai acheté, les dates et la quantité que j'ai consommée. Comment se présente le médicament? Ce sont des boîtes comme celle-ci. 5 grammes. Oui, c'est la quantité standard. Combien coûte une boîte? Celle-ci coûte 75 €, ce qui n'est pas très cher car le prix peut aller jusqu'à 121 € la boîte. C'est évidemment inadmissible quand on pense aux personnes gravement malades qui ne peuvent pas travailler. Et à combien revient le traitement par mois? Actuellement, j'en ai pour 700 €, mais avant c'était beaucoup plus. L'étiquette indique que ce sont des granulés? Oui, on peut aussi acheter les fleurs séchées entières, mais moi je prends les granulés qui sont les fleurs broyées. En général, je les mélange à de la matière grasse et j'en fais des gâteaux. Ça ne se fume pas, c'est déconseillé. On peut aussi en prendre en vaporisation. En vaporisation, c'est-à-dire en inhalation? Oui, c'est ça, avec de la vapeur d'eau. Et quels sont les résultats? Les résultats, ça a un effet calmant très efficace quand je ne vais pas bien. Et du coup, en étant plus calme, j'arrive mieux à me concentrer. De façon générale, ça me permet de retrouver une vie normale. Le seul point noir, c'est le prix et le parcours du combattant qu'il faut faire pour avoir le droit d'utiliser ce médicament. Bon courage pour la suite et merci. Merci à vous. Merci. Nous voici maintenant au musée du chanvre, le seul et unique en Allemagne. L'homme utilise cette plante depuis des milliers d'années et pas seulement pour ses vertus médicinales. Elle sert à faire toutes sortes de choses. De la laine isolante pour les maisons, par exemple, ou encore des vêtements. Les cannabinoïdes se trouvent dans les fleurs, dans la résine sécrétée par les fleurs pour être précis. Impossible d'en trouver sur cette variété-là, car c'est du chanvre agricole européen. Il peut aussi produire des fleurs, mais elles ne contiennent pratiquement pas de THC hallucinogène. Et en lisant ces textes, on découvre, et c'est assez surprenant, que le cannabis est interdit en Europe depuis à peine un siècle. Nous avons rendez-vous avec un médecin spécialiste des soins palliatifs et du traitement de la douleur qui prescrit du cannabis. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Nous venons de voir tout l'intérêt que le cannabis peut présenter en médecine. Malgré cela, son utilisation rencontre une forte opposition. Vous, en revanche, vous l'utilisez. Pour quelle raison ? Parce qu'il comble un vide dans les moyens d'accompagnement des patients. Beaucoup de médicaments ont énormément d'effets secondaires, pas le cannabis. Sous quelle forme le prescrivez-vous ? En tant que médecin, je préfère prescrire la forme pharmaceutique du dronabinol en solution huileuse parce que c'est un médicament standardisé. Le problème est qu'il est très cher. Nous sommes de plus en plus souvent obligés de nous rabattre sur les fleurs en demandant une autorisation au service des narcotiques pour chaque patient. Ils ont alors la possibilité d'organiser leur traitement eux-mêmes, mais sous surveillance médicale. C'est capital. Mais cette autorisation n'est pas facile à obtenir parce que le cannabis n'est pas considéré comme un médicament. Le dronabinol est un médicament qui n'est pas encore autorisé en Allemagne. Mais les médecins ont le droit de le prescrire. C'est rare, mais c'est possible. Et quelles sont les chances d'obtenir un jour la légalisation du cannabis pour son usage thérapeutique ? Je crois qu'il faut tout faire pour. À l'heure actuelle, il y a des malades qui meurent faute de pouvoir obtenir du cannabis, mais le cannabis lui-même ne fait pas de mort. Il y a eu 2 cas où l'on suppose vaguement un éventuel lien. Mais dans le cadre d'un usage thérapeutique, en respectant les indications et les contre-indications, je considère que c'est une plante médicinale fiable et avec peu d'effets secondaires. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. La dépénalisation du cannabis, pour ou contre, le sujet reste houleux. Et même si plusieurs pays ont déjà opté pour la légalisation, les spécialistes continuent de camper sur des positions très tranchées. Petit aperçu de la bataille des arguments en Allemagne. Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée en Europe. Près d'un adulte sur 3, en France comme en Allemagne, en a déjà pris. Faut-il légaliser l'usage du cannabis? La question fait débat. Je suis pour la libéralisation réglementée et la légalisation du cannabis, parce que c'est le seul moyen d'arriver à protéger les mineurs comme nous le souhaitons. C'est le seul moyen de protéger la santé et aussi de respecter les libertés individuelles définies par la Constitution. Je suis contre la légalisation du cannabis, parce qu'il provoque des troubles psychiques graves, parce qu'il altère les fonctions cognitives et dégrade les facultés intellectuelles. Rainer Thomasius dirige le centre de désintoxication pour enfants et adolescents à l'hôpital universitaire de Hambourg. Ce qu'il voit tous les jours fait de lui l'un des opposants les plus radicaux. Le cannabis est nettement plus dangereux pour la santé que l'alcool, parce qu'il interfère de façon plus complexe avec les différents neurotransmetteurs du système nerveux central. Nicole Krumdiek affirme à l'inverse que le cannabis n'est pas dangereux pour la santé, sauf pour les populations à risque comme les jeunes. Elle travaille depuis de nombreuses années sur le cannabis et conseille régulièrement des décideurs politiques. Dans l'état actuel des recherches scientifiques, on peut dire que le cannabis est relativement inoffensif, dans la mesure où il est consommé avec modération. La culture, la détention et la vente du cannabis sont interdites en France comme en Allemagne. Les infractions exposent à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans en Allemagne et 10 ans en France. Des poursuites judiciaires qui ont un coût certain. Ne faudrait-il pas plutôt miser sur les campagnes d'information? Insuffisant, selon le psychothérapeute. Je suis convaincu que les interdictions sont beaucoup plus efficaces que l'information. Dans la lutte contre le tabac, les années passées montrent qu'avec la législation, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la suppression des distributeurs de cigarettes, l'interdiction de la publicité et enfin l'augmentation des taxes, le nombre de fumeurs chez les jeunes a diminué de moitié. Pour la juriste, au contraire, les interdictions et la criminalisation du cannabis mettent les jeunes en danger.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de campagne d'information adaptée. Ceux qui se fournissent dans la rue continueront à le faire. Et là, il n'y a aucune protection de la santé. Ce n'est pas le dealer qui va dire « tu n'as pas l'air très bien, tu ferais mieux de ne pas en prendre ». Aux États-Unis, le constat suivant semble s'imposer. La pénalisation ne sert à rien. Les États de Washington et du Colorado ont légalisé l'usage du cannabis. On peut en acheter 28 grammes dans les coffee shops. La guerre contre la drogue, sous sa forme actuelle, est un échec. Les États-Unis le reconnaissent, à l'Allemagne maintenant de suivre la même voie et de le reconnaître à son tour, de suivre l'exemple. Les Américains ne vont pas tarder à se rendre compte que cette nouvelle législation est une grosse erreur, car je pense que la consommation va monter en flèche. Contrairement aux Américains, la majorité des Allemands restent opposés à la dépénalisation. Près des 2/3 de la population sont contre la légalisation du cannabis. Et seulement 1/3 est pour. Et en France, que pensent les Français du cannabis? Nous allons en parler avec Georg Wurth, porte-parole de l'Association du chanvre. Il collabore depuis de nombreuses années avec les militants pro-dépénalisation français. Bonjour, Monsieur Wurth. Bonjour. 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 Votre programme est écrit là noir sur blanc. Stop à la criminalisation, normalisons le cannabis. Pourquoi êtes-vous pour la légalisation d'une drogue? Comme nous le disons, le cannabis est aujourd'hui entré dans les mœurs. En Allemagne, 14 millions de personnes en ont déjà consommé. Et en France, le chiffre est même encore plus important. Un adulte sur 3 a déjà consommé du cannabis. Et ça concerne toutes les classes sociales, des gens de tous les milieux. Ce ne sont pas des criminels, mais des personnes ordinaires qui préfèrent fumer de l'herbe plutôt que de boire de l'alcool. Mais on les traite comme des criminels. C'est pourquoi nous disons « stop à la criminalisation ». Ce ne sont pas des malfaiteurs, il n'y a pas lieu de les poursuivre en justice. En revanche, on laisse un énorme marché aux mains d'organisations criminelles. Nous en avons des exemples en Allemagne. Et la France connaît des drames encore pires, à Marseille par exemple, ou dans les banlieues, avec des truands qui débarquent avec des kalachnikovs et gagnent des millions grâce au trafic de la drogue. Je crois qu'il faut organiser tout cela avec plus de bon sens. Vous dites que la consommation est très répandue, mais 65% des Allemands sont contre la légalisation du cannabis. Et en France ? Le chiffre est certainement encore plus élevé, même si paradoxalement les consommateurs sont nombreux. La stigmatisation sociale du cannabis est encore plus forte en France qu'en Allemagne. Ici, nous pouvons au moins débattre ouvertement de la mise en place d'une politique plus intelligente, demander si la loi doit être aussi répressive envers les consommateurs qu'elle l'est aujourd'hui. En France, on en parle beaucoup moins, et quand quelqu'un aborde la question, il se fait taper sur les doigts. Le climat est un peu plus détendu ici. Mais la loi française est très stricte. Les policiers français n'ont peut-être pas tout à fait la même attitude que les policiers allemands. C'est possible. En fait, les deux pays gardent une position assez stricte, alors que la législation se libéralise de plus en plus dans beaucoup de pays voisins. À commencer par l'Espagne, où on trouve ces clubs qui cultivent leur propre cannabis. En Belgique, ça existe aussi. Les Pays-Bas ont une législation générale plus souple. À Copenhague, on parle également d'ouvrir des coffee shops. Et en Suisse, 5 villes veulent légaliser le cannabis et ouvrir des coffee shops. Bref, nos deux pays doivent se réveiller si nous ne voulons pas être les derniers à s'entêter dans cette voie, alors que les mentalités ont évolué chez tous nos voisins. On voit que la défense de la légalisation vous tient à cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Jusqu'à présent, les Pays-Bas étaient le paradis de la culture du cannabis et les États-Unis les ont rejoints depuis peu. Mais en Europe, il y a aussi l'Autriche. Sa législation ouvre des portes plutôt inattendues. Un entrepôt commercial de la périphérie de Vienne. Le centre de la culture du cannabis en Autriche. Plus précisément, il s'agit de la culture de bouture vendue comme plante d'ornement, une particularité autorisée par le droit autrichien que le directeur de l'entreprise connaît sur le bout des doigts.
Oui, on peut cultiver du cannabis en Autriche, tant que ce sont des plants en cours de croissance. Tout repose sur le décret sur les stupéfiants et la définition qu'il donne des stupéfiants. Dans le cas du cannabis, il définit bien la plante comme un stupéfiant, mais, je cite, « pas les feuilles et les graines qui ne sont pas accompagnées de sommités florifères ». Dans la plantation, il n'y a donc pas une seule plante en fleurs, car ce sont surtout elles qui contiennent le THC hallucinogène. L'ancien étudiant en droit est aujourd'hui à la tête d'une entreprise prospère. L'idée de tirer parti du flou juridique pour ouvrir une pépinière a porté ses fruits. Au fil des ans, il a enrichi ses connaissances en botanique et aujourd'hui, il cultive une centaine de variétés. Nous sommes ici dans la salle des plantes mères. Elles sont éclairées 18 heures par jour avec des lampes à plasma et des lampes à vapeur de sodium. Et ce sont elles qui donnent les pousses. Quand les pousses des plantes mères sont assez grandes, elles sont coupées et débarrassées des feuilles superflues pour pouvoir se développer. Les boutures qui ont été coupées sont ensuite traitées ici par les préparateurs. Ils les coupent à la bonne taille, enlèvent les feuilles inutiles et les piquent dans des cubes de laine de roche. Avec un arrosage régulier de la laine de roche avec de l'eau et de l'engrais, la chaleur et un taux d'humidité élevé, les boutures font rapidement des racines. En quelques jours, elles sont prêtes pour la vente. Depuis 2004, cette jardinerie pas tout à fait comme les autres fait le bonheur des mains vertes. Nous vendons des pieds de chanvre uniquement dans un but ornemental. Les informations légales sont bien affichées sur le comptoir. Et mes vendeurs sont tenus, dans la mesure où ils peuvent le détecter, de refuser tout contrat de vente à un client qui veut cultiver du cannabis. C'est la loi. Au début, la police lui a tout de même rendu de nombreuses visites. Il y a 10 ans, quand j'ai ouvert mon premier magasin, on me considérait comme un dealer, entre guillemets. Mais depuis 3 ou 4 ans, les choses se sont calmées. Et aujourd'hui, on me voit comme un chef d'entreprise normal, y compris du côté des autorités. Un changement qu'il attribue à 2 raisons. D'un côté, il y a le Salon international du chanvre. Avec 10 000 visiteurs par an, on ne peut plus dire que tous ces gens sont des toxicomanes. Ce sont des gens tout à fait normaux. Et pour ce qui est de mon entreprise en particulier, il y a le chiffre d'affaires, les impôts. J'ai 30 employés. Le montant de mes impôts compte 7 chiffres. Du coup, les pouvoirs publics voient bien que c'est devenu un facteur économique. Et le chef d'entreprise veut être prêt au cas où la demande augmenterait. Il expérimente une méthode de production in vitro du cannabis. Le laboratoire de recherche maison est installé dans la cave d'un de ses magasins. Et voilà, nous voici dans notre cuisine. C'est ici que nous essayons de trouver et de concocter le meilleur substrat possible pour que les plantes poussent bien. Il s'agit principalement d'agar-agar, de sels minéraux et d'hormones. Certaines parties de la plante mère sont prélevées. Yelena vient d'extraire un fragment de méristème, qui sont les cellules souches des plantes. Puis elle l'a placé dans un gel de culture, dans lequel il va se développer pendant 6 semaines. Une croissance qui se déroule dans les conditions optimales d'une chambre de culture, à l'abri des bactéries, des virus et autres champignons. L'avantage, on peut produire un nombre illimité de boutures avec des composants rigoureusement identiques. Ce pionnier de la culture du cannabis n'a pas encore trouvé la recette parfaite du chanvre in vitro. Toute la rentabilité de son investissement dépend de l'avenir de la dépénalisation.
En tout cas, les choses bougent. Et un premier coffee shop pourrait bientôt ouvrir en Allemagne. Ici, à Berlin. Exactement, dans le quartier de Kreuzberg. Le conseil municipal de l'arrondissement a déposé une demande pour mener une expérience pilote. Le sujet exige le plus grand sérieux. Le cannabis reste un produit stupéfiant. Mais les propriétés qu'il a en médecine sont beaucoup trop importantes pour passer à côté. Salut à tous! À la prochaine.